Bonjour à tous, je voudrais remercier le professeur Benji Kawet de m'avoir donné l'occasion de faire une présentation sur les impacts du discours de la société économie du savoir sur le système d'enseignement supérieur brésilien. Tout d'abord, je voudrais rapidement me présenter. Je suis chercheur postdoctoral à l'Université fédérale du Pará, située en Amazonie au Brésil. Je m'intéresse à la production de la recherche universitaire, la capitalisation libérale des connaissances, des enseignements supérieurs, régulation du système éducatif et les politiques éducatives de l'OCDE. Donc, je vais diviser mon exposé en deux parties. La première, faire référence au discours de la société et de l'économie du savoir sur les spécificités courantes de l'enseignement supérieur brésilien. Dans la deuxième partie, je voudrais présenter les trois dimensions du nouveau projet d'enseignement supérieur brésilien appelé Futurice. Dans une traduction version française approximative, nous pouvons appeler l'avenir. Donc, depuis les derniers quadrants du siècle dernier, les pays à économie avancée ont été les théâtres d'un profond changement du régime mondial du savoir. Le savoir de la société est devenu la pierre angulaire du processus de reproduction sociale. Fuller, 2003, souligne que la société du savoir a montré comment la fonction de l'institut social se renouvelle, c'est-à-dire comment le système de valeurs sont créés, maintenus et modifiés. La diversité, donc, marcherait en direction de l'union, la flexibilité, l'accommodation et la responsabilité sociale. Non déconnectée avec la société du savoir, l'économie du savoir, dans laquelle les savoirs transforment les modes de production, elle a point de pression pour transformer les institutions classiques telles que les institutions universitaires en tant que le moteur de la connaissance économique, de la croissance économique et l'éducation en tant que ressources économiques supplémentaires. Par conséquent, je pense que l'économie du savoir facilite la voie de la coopération entre l'économie politique internationale et la création d'une nouvelle chaîne de production de valeur. Alors, selon Haskell et Westlake 2018, auteur du capitalisme sans capital, les États-Unis ont constaté au cours des 20 dernières années une élévation constante de l'importance divertie sur le capital immatériel, intangible capital ou intangible assets. Cette coopération croissante du savoir expliquerait l'émergence du paradigme entrepreneurial de l'université. Mais pourquoi? Parce qu'avec la création d'une nouvelle classe de dirigeants distincte des propriétaires de grandes entreprises et fordistes, l'entreprise moderne ont compris que leur capacité de développement et de réussite est liée à l'interface de communication avec les environnements externes, tels que l'université, les centres de recherche et les institutions financières. Par conséquent, les politiques incitatives mises en place au niveau institutionnel pour la création de formes hybrides de génération de connaissances, telles que la triple helix de Exdorf et Leidesdorf soutiennent les modèles de relations organisationnelles entre universités, entreprises et gouvernance. Cet phénomène de transformation récente dans l'enseignement supérieur a démontré par la théorie du capitalisme universitaire, Academic Capitalism, de Slaughter et Leslie, 1997, et Slaughter et Rhodes, 2004, expliquant les processus d'intégration des collèges et des universités de nouvelle économie passant du régime du savoir, apprentissage fondé sur le bien public, à un régime du savoir, l'apprentissage capitaliste.
Pour les professeurs Benji-Cahouette, ce type de capitalisme universitaire est appelé du type 1, c'est-à-dire l'effort à s'induire sur les politiques néolibérales, régime de gouvernance et mécanismes de financement des organismes. Les capitalismes universitaires du type 2, toujours dans la conception du professeur Benji-Cahouette, c'est qui veut régresser la tension entre les pôles autonomes et hétérotones de la science, les mécanismes de reproduction des hiérarchies logiques d'accumulation et de distinction. Je crois aussi que cela représente très bien un sens figuratif, par exemple les colisées, un lieu qui réunit les gladiateurs de la production de la connaissance, professeurs, enseignants, chercheurs, éducateurs, etc. C'est le lieu de la production des émotions libérales. C'est le lieu de la compétition entre les universitaires au prestige mondial et entre les chercheurs en quête de prestige, des ressources. C'est toujours le lieu où l'ego, les hiérarchies, les peurs, les contrôles se développent. Bref, selon la définition de Richard Howe, 2018, l'aliénation académique. Je vais essayer de relier cet spectre du changement de l'enseignement supérieur aux récentes métamorphoses observées dans l'enseignement supérieur brésilien. Cependant, je voudrais souligner que cette intégration des universités dans les nouvelles économies et l'économie néolibérale, ultralibérale de certains pays, n'est pas inexorable, comme l'a souligné Slover et Holtz, 2004. Dans le scénario brésilien, bien que l'enseignement supérieur brésilien ait été ciblé depuis de 20 ans sur le processus de marchandisation de l'éducation et a pris d'une certaine manière certaines formes du capitalisme universitaire, il est remarquable que au cours des 20 dernières années, des processus de démocratisation d'accès pour les étudiants défavorisés qui ont facilité l'intégration des jeunes dans les enseignements supérieurs. Cependant, depuis les années 2000 au Brésil, le nombre d'établissements d'enseignement supérieur privés a augmenté et selon les données de l'ANDES, Association de professeurs d'enseignement supérieur, sont 87% des établissements d'enseignement supérieur privés contre 12% des établissements publics. Je voudrais souligner que malgré l'élevé du nombre des établissements privés, le Brésil compte 63 universités publiques et fédérales, en plus de l'université des États et les centres technologiques fédéraux, qui sont toutes gratuites à 100%. Ce caractère public et libre de l'éducation brésilienne est historiquement un agenda permanent de la demande des mouvements sociaux, des mouvements des professeurs et des mouvements des étudiants. Les professeurs et les travailleurs universitaires ont la sécurité de l'emploi dès qu'ils passent des concours publics. En ce qui concerne le financement des universités, il convient de noter que le gouvernement brésilien, par intermédiaire du ministère de l'Éducation, transfère les fonds directement aux universités. Ces deux facteurs, la sécurité de l'emploi et la gestion financière directe, garantissent l'autonomie des universités au Brésil. De plus, cette autonomie est garantie à l'article 207 de la Constitution brésilienne. Pour reprendre l'analogie de Ristorine et Génie Coisbola, 2005, on peut dire que c'est ainsi que la tour de poids de l'université a été érigée au Brésil. Mais aussi, comme un autre tour, la tour de poids de l'université du Brésil s'effondre.
le président Jair Bolsonaro du parti conservateur d'extrême droite, par exemple, au début de son mandat, a annoncé un plan agressif pour éradiquer, selon ce point de vue, le marxisme qu'il considère comme un aperçu au Brésil de l'enseignement supérieur. Son plan comprenait aussi lutter contre Paulo Freire, l'éducateur et philosophe brésilien qui fut un des principaux défenseurs de la pédagogie critique. La persécution du supposé marxisme dans les universités a conduit le ministre de l'Éducation de Bolsonaro à annoncer une réduction budgétaire à 3 universités publiques. L'Université fédérale de Bahia, l'Université fédérale Fluminense à Rio de Janeiro et l'Université de Brasilia. Cela a donné lieu à une forte manifestation du monde universitaire brésilien les 15 et le 30 mai 2019. En effet, ce qui cache le discours sur l'invasion supposée du marxisme dans l'université brésilienne est l'engagement de Bolsonaro avec le marché financier et son engagement à faveur des objectifs fiscaux, c'est-à-dire avec le transfert des ressources au grand capital par le biais du système de la dette publique. 2. La dégage de toute responsabilité de tenir l'État comme l'agent de financement des universités, ce qui créerait des contraintes budgétaires pour la fonctionnalisation des universités au Brésil. Et 3, l'introduction d'un nouveau régime fiscal au Brésil, facilité pour l'amendement constitutionnel de 2016, qui limite les dépenses publiques pour 20 ans. Autrement dit, même s'il y a une augmentation de la population et une demande accrue pour la santé, pour l'éducation, ou tout l'autre service public, par exemple, le budget ne sera pas augmenté. Alors, je crois que c'est le scénario qui a donné la naissance au projet du gouvernement actuel pour les enseignements supérieurs brésiliens. Donc, en juillet 2019, le ministre de l'Éducation a lancé un projet qui a été appelé par le gouvernement dit Futurice. Je voudrais maintenant expliquer brièvement les 3 dimensions de ce projet. Le premier est la nature du projet. Le deuxième concerne les conséquences de ce projet pour les enseignements supérieurs brésiliens. Et le troisième, je voudrais souligner quelques contradictions de ce projet. La première dimension, c'est-à-dire la nature du projet, peut être expliquée à partir de 3 modèles. Les modèles de gestion universitaire, 2, les modèles de financement universitaire et les modèles de culture universitaire. Dans les modèles de gestion, le projet Futuris transfère la gestion des institutions publiques, universités, ce que le gouvernement appelle des organisations sociales, en changeant la personnalité juridique des universités qui deviendraient des entités publiques de droit privé. Les organisations sociales sont des entités qui opèrent sur le régime juridique du droit privé. Ils sont créés pour gérer les activités des enseignements et des recherches scientifiques dans le cadre du projet Futuris. Ces organisations sociales constitueront un organe de contrôle et d'évaluation de la recherche. En outre, ils seront responsables pour embaucher des personnels académiques, professeurs, staff, etc., sur les contrats sous contrat à durée déterminée. Dans ce même modèle de gestion, la production intellectuelle sera subordonnée à la logique de marché, c'est-à-dire les cours, les projets, les brevets sont fortement commercialisés pour maintenir le financement de l'université. Le B, dans les modèles de financement,
Le projet Futuris créera les fonds souverains du savoir. C'est intéressant parce que c'est à propos d'une tentative d'attirer des capitaux. Ces fonds est destiné à placer tout ce qui peut être échangé en actions et en bourse. L'un des objectifs est de transformer les transferts des actifs immobiliers des universités en actifs liquides qui peuvent être échangés sur les marchés financiers. Et que consiste la dimension dans les modèles de la culture universitaire, les projets futurs visent à compenser les activités universitaires que le ministre de l'Éducation et son équipe considèrent comme une bonne pratique économique et à récompenser la culture d'effort, c'est-à-dire la culture du mérite. Nous pouvons voir ici une sorte d'incitation à la course, à l'excellence académique, comme souligne Robert Munch dans son travail. Il convient de noter ici la caractéristique du capitalisme universitaire du type 2, non? Et les projets futurs ici conduisent les professeurs et chercheurs à devenir entrepreneurs qui cherchera à vendre tous les bénéfices et profits privés individualisés et aussi légitimes dans le classement des universités comme un dispositif indirect, ou je pense qu'il est direct, pour la compétition. On peut penser qu'aujourd'hui, les principes actifs de classement international provoquent dans le domaine universitaire une dépendance, c'est-à-dire c'est une drogue académique préjudiciable à la santé mentale des professeurs, des chercheurs et des étudiants, portant des effets des émotions académiques néolibérales. Alors, la deuxième dimension s'y réfère alors à la conséquence de ces projets pour les enseignements supérieurs brésiliens. Je vais résumer ici 5 principales conséquences. La première, c'est la perte de la liberté académique et de l'autonomie des universités. La seconde, c'est la perte de l'autonomie dans la définition des domaines et des axes de recherche. La troisième, c'est la soumission aux décisions et actions définies pour les organisations sociales. Quatrièmement, l'impact immédiat sur la vie des professeurs, les transformations non plus en éducateur, mais en entrepreneur d'histoire et des autres groupes de recherche, communautés scientifiques, etc. La cinquième conséquence sera la remplacée du Conseil national de recherche du Brésil, le principal conseil national du foment, de production, du développement de recherche, pour les fonds souverains du savoir. Et la troisième et dernière dimension du projet Futuris, le projet L'Avenir, réside en ces contradictions. La première contradiction est la fausse idée de l'autonomie qui consiste à rechercher des ressources sur le marché et en fait, je pense, une imposition qui est presque la seule option pour les chercheurs et les professeurs pour rechercher des ressources sur le marché hostile. Il est peu probable, c'est la face du système universitaire brésilien qui fonctionne économiquement dans un pays de la périphérie du capitalisme et du capitalisme universitaire aussi, un concurrent international dans les prochaines années. Le deuxième, c'est qu'une éventuelle perte du budget public rend les activités des universités irréalisables. Donc, le gouvernement brésilien, dans sa tentative d'être responsable avec les technologies de contrôle de la moderne administration publique, par exemple pour le New Public Management,
ou la Public Fair Value s'y révèle irresponsable du fonctionnement autonome des universités. La troisième et dernière, c'est la création des fonds spécifiques, les fonds souverains du savoir, selon les gouvernements rentables sur les marchés financiers, ne sera sous le contrôle de l'État, ni sous sa direction et sa gestion. Donc, ne sera pas souverain. Il sera formé, géré par les organisations sociales. Par conséquent, malgré sa diversification, ces fonds fonctionnera dans l'incertitude avec des risques de sorte que les retours sur l'investissement n'est pas du tout certain. En conclusion, les projets d'enseignement supérieur du Bolsonaro montrent dans ces dimensions, ces modèles, ces impacts et ces contradictions, sa métamorphologie qui résiste d'un côté au changement du capitalisme universitaire résultant des agendas des mouvements sociaux et de l'autre pour le pouvoir gouvernemental qui conduit l'enseignement supérieur à s'adapter dans les nouvelles ordres universitaires mondiales. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rogerio. C'était une présentation extrêmement intéressante. J'aurais peut-être une question pour vous. C'est intéressant parce qu'il y a cette pression mondiale du capitalisme universitaire qui influence la façon dont les acteurs agissent les uns les autres. Mais en même temps, il semble que le gouvernement utilise l'excuse ou le prétexte du capitalisme universitaire pour mettre en œuvre des réformes qu'il avait déjà en tête. En fait, est-ce que vous pensez que le capitalisme universitaire est la cause de ces réformes ou est-ce que vous pensez qu'il sert d'excuse pour faire des réformes que le gouvernement voulait faire de toute façon? Alors, je pense que nous avons deux dimensions importantes pour comprendre le mouvement des changements de l'université mondiale, dans l'espace académique. La première, je pense qu'il y a un mouvement international de changement qui change la culture universitaire des pays qui sont à le centre de le capitalisme, où la production de valeurs émerge, développe et aussi exporte. Et de l'autre côté, je pense qu'un déterminé pays, comme par exemple le Brésil, qui historiquement a été développé sur l'économie basée sur l'économie primaire et que historiquement absorbe des modèles extérieurs. Et je pense que il faut faire attention sur comment la situation politique, la situation économique et la situation sociale in chaque pays peut être déterminant pour le changement ou pour non-changement. C'était très intéressant que penser que le mouvement du changement, il n'est pas inexorable, comme dit Leslie, non? Et ce mouvement dépend de la situation de résistance ou non-résistance. Intéressant. Et je vais terminer sur cette dernière question, justement, sur la résistance. Est-ce que vous percevez que les acteurs universitaires peuvent faire quelque chose? Quelles sont les stratégies subversives, selon vous, les stratégies de résistance qui pourraient permettre aux communautés d'acteurs
de renverser la tendance? Alors, je pense qu'au Brésil, depuis les dictatures militaires, de la pression de la dictature militaire en Amérique latine, surtout au Brésil, les rôles du mouvement et des étudiants et des mouvements de professeurs à l'intérieur de l'université pour protéger quel qui reste de l'université publique et de l'université gratuite, parce qu'il y a un important débat sur quelle est la définition du public et quelle est la définition du gratuite. Non? Après, par exemple, la managed theory, la moderne transformation de l'administration publique, nous avons maintenant la compréhension, le développement d'une nouvelle forme de contrôle, une nouvelle forme de transformation de l'administration publique qui confondent quel qu'elle est public et quel est privé. Alors, au Brésil, en ce moment, passe pour une situation que depuis 20 ans derniers, nous avons vu les gouvernements de partis de travailleurs qui a été de façon concerne l'administration, la conception de l'université. La première façon, c'est la façon de doit la possibilité de les jeunes, de les personnes d'ingresser à l'enseignement supérieur. En effet, c'est-à-dire que depuis 15 ans, 20 ans, nous avons vu beaucoup de personnes ingresser à l'université et la deuxième façon, c'est le même gouvernement de travailleurs, de partis de travailleurs de l'OLA, a donné beaucoup d'argent et a ouvert la porte pour le processus de privatisation. Je pense particulièrement que cette deux façons d'accès à l'université et d'ouverture de la porte à l'initiative privée et aussi une autre chose, à le processus d'internationalisation de les universités parce que a été une période de l'OLA qui, par exemple, si établit le principal programme d'internalisation de l'université brésilienne qui a été les programmes Sciences sans frontières. Alors, je pense que ces trois façons, ces trois points a donné la possibilité de l'université, du système universitaire brésilien, avoir la possibilité de résistance et s'intégrer à l'aspect international du capitalisme universitaire du type 1 et du type 2. Non? Alors, maintenant, nous avons terriblement un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement néo-fasciste ou un gouvernement populiste, comme vous voulez, et que avoir l'intention de faire un processus de privatisation, puis je pense que privatisation restricte, fermée, qui s'est soumis un petit peu à la capitalisme universitaire de type 1. Non? Mais aujourd'hui, au Brésil, nous avons une espèce d'hybridation du capitalisme universitaire de type 1 et de type 2. Non? De type 1, maintenant, quand le gouvernement Bolsonaro, et de type 2, on a héréditarité du gouvernement Lula. Et ces deux formes, cette adaptation au capitalisme universitaire à la nouvelle forme de domination de l'université montre
par le mouvement des travailleurs, par le mouvement social, par le mouvement des étudiants, des professeurs, un grand défi pour résister à la privatisation des enseignements supérieurs brésiliens. Je vous remercie beaucoup, M. Rogério Gonçalves de Freitas. Je vais dire Dr. Rogério Gonçalves de Freitas, postdoctorant à l'Universidade Federal do Pará, en ce moment à Winnipeg. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec nous. Je pense que vos enseignements seront extrêmement utiles et je pense qu'effectivement la collaboration internationale entre universitaires pourra aussi être une voie de résistance. Alors, merci pour tout. Merci pour tout.